De origem russa, Sophie Rostopchin, mais conhecida pelo nome de Condessa de Ségur, tornou-se escritora aos 56 anos. Desde o século XIX, os seus contos e histórias têm feito sonhar milhões de crianças. Petit maître, vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes, en général. As suas cativantes personagens foram todas retiradas do círculo da Condessa e de Aube, a sua aldeia predileta na Normandia. À maneira de Balzac, seu contemporâneo, a Condessa relata uma certa comédia humana infantil, através da descrição de crianças e adultos representativos da sociedade do Segundo Império Francês e das premissas da industrialização. De 1821 a 1872, a Condessa de Ségur passará mais de 50 anos no castelo de Noëtte. Localizado na região de Orne, o castelo foi um encantador presente de seu pai e inspirará a sua ilustre moradora, que nele terá 8 filhos. Escreverá 20 romances, brincará com os seus mais de 20 netos, os seus amores, e realizará inúmeras festas, bailes e outros festejos. À semelhança de George Sand, outra das suas contemporâneas, a Condessa de Ségur é uma mulher moderna, enérgica e determinada. Alcançará mesmo a sua emancipação financeira, um feito muito raro naquela época. A Condessa vive várias vidas ao mesmo tempo: a de mãe e depois a de avó, a de anfitriã hospitaleira e calorosa e a de mulher de negócios, gerindo simultaneamente a propriedade de Noëtte e a sua carreira literária na editora Hachette. Sophie Rostopchin, futura Condessa de Ségur, vem ao mundo na Rússia, em São Petersburgo, em 1799. O seu pai, Fyodor, o conde Rostopchin, é um aristocrata russo de alto nível. É ministro do czar e governador de Moscovo. Era detentor de uma vasta e sumptuosa propriedade em Voronovo, na qual Sophie passará toda a sua infância. Pessoa culta, o conde Rostopchin recebe ilustres escritores franceses como Madame de Staël ou os irmãos Joseph e Xavier de Maistre. Provavelmente a jovem Sophie deverá ter sido influenciada pela convivência com essas altas esferas literárias. Há que dizer que possuía uma inteligência precoce, um gosto acentuado pela literatura e era poliglota, falando fluentemente, desde os 4 anos, russo, francês, alemão, inglês e italiano. Née Rostopchin. Pourquoi Rostopchin? Que Rostopchin était son nom de jeune fille. Elle était la fille de Fédor Rostopchin, le gouverneur de Moscou, dont on dit qu'il a contribué à l'incendie de Moscou au moment où Napoléon arrivait. Donc, il aurait été le sauveur de la Russie. Néanmoins, comme beaucoup de maisons d'aristocrates ont été brûlées, il a été disgracié, il a dû, pour des raisons politiques, s'exiler en France et il a emmené avec lui toute sa famille, dont la jeune Sophie qui avait à l'époque que 18 ans. Il a été reçu à bras ouverts, il a vécu à Paris un moment et puis le recours en grâce est arrivé, il a pu retourner en Russie. Mais Sophie, pourquoi Sophie est-elle restée à Paris? Pourquoi a-t-elle épousé Eugène de Ségur? Eh bien, tout simplement parce que la mère de Sophie l'avait contrainte à abjurer la religion orthodoxe. Elle ne pouvait plus faire un mariage convenable en Russie, puisque la religion orthodoxe était la religion du tsar. Donc, on l'a mariée à Eugène de Ségur, de bonne famille, de très bonne noblesse, peu argenté, et le père de Sophie, Fédor, étant immensément riche, il est évident que la fortune de Sophie était la bienvenue. Malheureusement, c'est une fortune qu'elle ne touchera pas
ou du moins pas d'un seul coup, en plusieurs épisodes. Il y aura toujours un gros litige entre les Ségur et Sophie à propos de son héritage et de sa dot surtout. Foi assim que, em 1819, Sophie Rostopchine casou com o conde Eugène de Ségur. Durante a viagem de núpcias na Normandia, Sophie apaixonou-se por um sumptuoso castelo em tijolo rosa nos arredores de l'Aigle. A condessa descreverá a região no seu romance As Meninas Exemplares. A região era encantadora. O Val de l'Aigle é conhecido pelo seu aspecto alegre, verde e gracioso. Chega-se à aldeia de Aube pela estrada principal. Essa nova moradia encantará a condessa durante mais de 50 anos. Desamparada pelo marido, que prefere a vida parisiense, a condessa deslocar-se-á a Noëte sempre que possível. Sophie mariait à Eugène de Ségur, mariage d'amour quand même, parce qu'ils se sont beaucoup plu. Et puis, au fil du temps, ils n'avaient pas le même mode de vie. Eugène de Ségur était mondain, Eugène de Ségur aimait la vie parisienne. Et Sophie, elle, n'aimait que la campagne. Elle détestait Paris. D'ailleurs, tout au long de ses romans, il y a des diatribes terribles contre les rues de Paris, dans lesquelles on peut se donner la main d'un trottoir à l'autre, qui sont sombres au point qu'on est obligé d'allumer la lumière à 4 heures. Enfin, elle n'aime pas Paris. Et quand, au cours de son voyage de noces, elle est tombée vraiment amoureuse de ce petit château des Nouettes, qui lui a rappelé, en beaucoup plus petit évidemment, le château de Voronovo, le palais de son père où elle avait grandi. Fedor lui a donné une enveloppe avec laquelle elle avait les moyens d'acheter les Nouettes et de faire tous les travaux d'aménagement qui s'imposaient. Et donc, un beau jour d'été, elle a emménagé aux Nouettes, où elle a passé le reste de sa vie, sauf sa vieillesse, parce qu'à un moment donné, elle est partie quand même chez sa fille Henriette. Elle y a mis au monde 4 de ses 8 enfants, et elle y a écrit la plus grande partie des 22 romans qui composent son œuvre. Noëte possui um grande parque no qual Sophie de Ségur adorava vaguear, admirando a beleza das árvores, deambulando pelos prados, tratando da horta ou escrevendo histórias encantadoras à mesa de pedra do jardim. É fácil imaginar, à sombra de um álamo, a condessa de Ségur a reproduzir uma paisagem luxuriante e serena. Alors, replaçons-nous dans l'histoire. La jeune comtesse arrive à Aube en 1821. Elle y trouve aux Nouettes, dans la propriété familiale récemment achetée, la nature qui, sans doute, ressemble un petit peu à sa Russie natale. Et tout de suite s'installe entre les habitants, la propriété et la famille Rostopchine une certaine connivence, une certaine relation. Rapidamente, o castelo de Noëte transforma-se num local de alegria, de jovialidade e de hospitalidade. A condessa dará à luz 4 dos seus 8 filhos em Noëte, e estes, por sua vez, darão mais tarde 20 netos à dedicada avó. Todos esses nascimentos contribuem para a animação do Castelo de Noëte, submergindo-o em riso de crianças durante vários anos, para a grande alegria da condessa. Ça y est, Paul, tu ne nous as pas trouvés. Hey Adepta dos princípios de Rousseau, a condessa de Ségur ensina às suas filhas as belezas da natureza.
Estas organizam herbários, montam a cavalo, dançam. Sophie participa com total entrega nas brincadeiras das crianças. Gaston relembra: quando ela era jovem, era esbelta e ágil, participando nas nossas brincadeiras. E quando o mau tempo nos impedia de sair, contava-nos belas histórias, encontrando sempre novas maneiras de nos distrair. Mon petit maître, vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes en général. Pour mieux vous faire connaître ce que sont les ânes, j'écris et je vous offre ces mémoires. Vous verrez enfin que lorsqu'on aura lu ce livre, au lieu de dire « bête comme un âne »,« ignorant comme un âne »,« têtu comme un âne », on dira « de l'esprit comme un âne ». Alors la comtesse de Ségur adorait vivre aux Nouettes, entourée du rire de ses enfants d'abord, et puis de la quantité de petits-enfants qu'elle avait, qui jouaient, qui couraient, qui faisaient des rondes en chantant Pimpanicaï, le roi des papillons, qui faisaient des courses d'ânes, des pique-niques, qui faisait des bêtises aussi, énormément de bêtises. Et alors là, c'est le sujet des malheurs de Sophie, les bêtises des enfants et des petits-enfants. Il y avait des pique-niques, on allait cueillir des cerises et manger du lait à la ferme. On allait se promener au bord de la Rille, on allait dans les bois. On allait surtout au château où il y avait des souvenirs extraordinaires de brigands et de revenants. Et la comtesse de Ségur racontait. Elle racontait au pied des arbres, elle racontait le soir à la veillée, elle racontait tout le temps. D'avoir des sourcils très épais. On avait dit un jour devant elle que la petite Louise de Berck serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. La comtesse de Ségur était avant tout une conteuse. Conteuse parce que grand-mère, mais elle racontait, avant d'être grand-mère, elle a été mère, elle racontait des histoires à ses filles, à ses garçons, et même avant, elle racontait des histoires à ses frères et à ses sœurs. Elle racontait, depuis qu'elle avait 4 ans, elle racontait, son père disait, des histoires interminables à lesquelles on ne comprend rien. C'est dire si elle était romancière. Donc, pendant qu'elle était aux Nouettes, pendant tout le temps de l'été, des vacances, elle racontait le soir, elle racontait dans la journée, sous l'arbre, au jardin. Tout était prétexte à raconter des histoires. Et elle prenait pour raconter ces histoires exemple sur tout ce qui se passait autour d'elle dans la région. Deste modo, todos os filhos da Condessa de Ségur são seduzidos pelas histórias palpitantes, exaltantes e moralistas que Sophie cria de raiz graças a uma inventividade inesgotável. Sophie a débuté sa carrière littéraire tard. Alors c'est un exemple pour nous les femmes, parce qu'elle a commencé sa carrière littéraire avec le succès qu'on connaît, elle l'a commencé à 56 ans. À 56 ans, en écrivant d'abord 5 contes de fées, qu'elle a intitulés Les Nouveaux Contes de Fées. Ensuite, elle a écrit Les Malheurs de Sophie. Alors là, c'est un roman complètement autobiographique. Dans Les Malheurs de Sophie, ce sont une succession de scénettes dans lesquelles elle décrit des épisodes de son enfance et d'autres qui appartiennent à l'enfance de sa fille Olga aussi. Et puis les petites filles modèles, alors évidemment, que tout le monde connaît, suivi des vacances, ce qui compose ce qu'on appelle, nous les Séguriens, on appelle ça la trilogie. Ce sont les petites filles modèles, les Malheurs de Sophie, les vacances. La légende dit qu'elle a commencé à écrire pour que ses petites filles, Camille et Madeleine de Malaret, parce que les petites filles modèles s'appellent Camille et Madeleine comme ses petites filles à elle, la légende dit qu'elle a commencé à écrire pour envoyer ses histoires aux petites filles qui étaient en Angleterre. Quelle est mignonne. Que tu joues bien. La vraie histoire, quand on regarde les dates, c'est Eugène de Ségur, le mari de Sophie de Ségur, donc était administrateur des chemins de fer de l'Est.
Et à la même époque, la librairie Hachette avait entrepris de faire des librairies des chemins de fer. C'est les points Hachette qu'on voit encore actuellement. Et pour alimenter ces librairies de gare, il fallait donc des romans. Et Sophie, qui écrivait des histoires pour ses petits-enfants, était donc toute désignée, présentée à Hachette pour être éditée. Et comme en plus il se trouve qu'elle avait du talent, c'est une affaire qui tourne encore de nos jours. 20 obras que representam crianças na sua vida cotidiana serão publicadas pela editora, uma por cada neto da Condessa. Entre os romances que conseguiram maior notoriedade junto do público encontram-se A Fortuna de Gaspar, O General Duraquin, Os Desastres de Sofia, Memórias de um Burro, As Meninas Exemplares. Publicado em 1859, Os Desastres de Sofia é considerado pela opinião pública uma pequena maravilha que narra as aventuras da própria Condessa em criança. A moral da história é que é sempre possível corrigir os nossos erros. Os Desastres de Sofia formam uma trilogia com As Meninas Exemplares e As Férias. Em cada história, a Condessa de Ségur insere os seus próprios fragmentos de vida, bem como os dos filhos e netos. Também as paisagens e as personagens parecem confundir-se com o ambiente circundante. Sophie evoca a sua infância, como se a tivesse vivido na região de Orne e não na Rússia. La comtesse de Ségur y trouve ici le terreau nécessaire à sa fécondité littéraire. Elle y trouve la forge, la rile, et tout est fait pour mettre en avant, grâce à son mari, plus tard son fils, tout est fait pour la rendre heureuse, qu'elle puisse s'épanouir à Aube. On lui doit beaucoup d'écrits, on lui doit La Fortune de Gaspard, le petit clin d'œil de la forge, les aventures de Cadichon. Aujourd'hui, nous sommes en Normandie, dans les prés de Normandie, dans les prés de l'Orne. On a même tendance à appeler tous les ânes Cadichon. C'est cette référence du quotidien qui fait qu'aujourd'hui, la comtesse, elle est chez nous. Cette comtesse, elle est avec nous. Donc, romancière, conteuse, critique de son temps. On a dit d'elle qu'elle était le Balzac des petits-enfants. Parce que dans la comtesse de Ségur, alors ça c'est extraordinaire, parce que on peut savoir exactement ce que coûtaient les choses à son époque. On sait combien coûtait une dinde, on sait combien on payait une institutrice, on sait le statut d'une institutrice, on sait combien était payée une bonne. La première phrase des Mémoires d'un âne indique que on vend au marché de l'Aigle tous les mardis. Le marché de l'Aigle a toujours lieu de nos jours le mardi. Le marché de l'Aigle, on trouve du fruit, des légumes et du beurre excellent. Et c'est là que la mauvaise fermière emmène Cadichon. Eh bien, de nos jours encore, vous pouvez y aller. Il y a un marché aux ânes à l'Aigle tous les mardis. On dit qu'à l'Aigle, on pouvait voir il y a quelque temps encore la tombe de Gribouille. On voit le moulin au bord de la Rille, on voit les personnages, le maire d'Aube quand c'était pas son mari, parce que son mari a été maire et son fils ensuite, mais quand c'était pas lui, le maire était parfaitement égratigné. On voit les personnages ridicules, les commères, les commérages, le meunier. Alors on a beaucoup dit que la comtesse de Ségur n'aimait pas les animaux, mais en fait on dit beaucoup de choses de la comtesse de Ségur et ceux qui disent ces choses sont en général ceux qui ne l'ont pas lu du tout. Car la comtesse de Ségur aimait les enfants, les animaux autant que les enfants, parce que les enfants aimaient les animaux et que comme elle aimait faire plaisir à ses enfants, eh bien il y avait des animaux.
depuis près d'un siècle et demi, la comtesse de Ségur habite, vit avec le village de Aube, avec les villageois. Et encore aujourd'hui, chaque visiteur, chaque enfant peut venir marcher sur les pas de la comtesse de Ségur, s'imprégner de ses écrits, partager cette philosophie et cette atmosphère que la comtesse a décrit dans tous ses contes, à la fois pour les enfants mais aussi pour nous les adultes. A Condessa de Ségur é uma mulher acolhedora, jovial, amante de festas. Os seus romances contêm inúmeros momentos animados que vão de bodas no campo a encantadoras merendas, passando por visitas de cortesia aos castelos vizinhos ou ainda por corridas de burros, reflexos da vida agitada de Sophie e dos seus filhos em redor de Noëtte. Si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu, et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Elle avait entendu dire aussi que pour faire épaissir et grandir les cheveux, il fallait les couper souvent. A Condessa de Ségur mantém-se fortemente ligada aos valores cristãos do bem e do mal. Esse moralismo está presente em cada uma das suas obras, quando obriga as diversas personagens a refletir sobre as suas boas e más ações. A fama dessa mulher extraordinária provém da arte de captar e transmitir por escrito, de forma sincera e expressiva, a natureza humana e as mil facetas de uma personagem, quer seja uma criança muito jovem ou um adulto na flor da idade. Contra a vontade, na sequência da queda das vendas nos seus livros, em 1872 a Condessa de Ségur tem de deixar Noëtte, seu porto seguro, seu refúgio encantado. Morre pouco depois, a 9 de fevereiro de 1874, em Paris, deixando para sempre milhões de crianças órfãs dessa mãe generosa e avó extraordinária. Felizmente, através das suas histórias maravilhosas, a Condessa de Ségur continua presente no coração de todos e a sua alegria penetra-nos à medida que percorremos as suas obras. Vite Paul, ça y est, on t'a attrapé. Sophie se regarda un jour à la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe. Vous verrez que nous avons beaucoup d'esprit et beaucoup d'excellentes qualités. Vous verrez aussi combien j'ai été méchant dans ma jeunesse, combien j'en ai été puni et malheureux, et comme le repentir m'a changé et m'a rendu l'amitié de mes camarades et de mes maîtres. Alors, qui est-elle finalement, la comtesse de Ségur? Qui est-elle? Qui est-elle? La comtesse de Ségur est une rose qui porte son nom, une rose qui est venue de Russie, toute jeune, qui est tombée amoureuse d'un village de l'Orne, Aube, ici, un village qu'il a prise dans ses bras, un village où elle a élevé ses enfants, un village où elle a écrit toute son œuvre, un village qu'elle a aimé, un village où aujourd'hui encore une école, 2 écoles portent son nom,
un village où ses descendants sont enterrés. Comment mieux la définir? Il y a un mot qui lui convient très bien, il y a un mot qui la définit pour moi. La comtesse de Ségur, elle était bienveillante. Et sa bienveillance, eh bien, elle est encore ici avec nous. Oui, oui. La comtesse de Ségur était une femme bienveillante. Em criança e depois na juventude, desfrutei de uma liberdade sem limites, absorvendo o ar e a luz, sentindo à minha volta as vibrações do passado e da história. Às portas do Val de Baux, nos confins da Provença, dominada pelo majestoso maciço de Alpille, rodeada de oliveiras centenárias, de alfazemas silvestres e charnecas selvagens, ergue-se a pequena e encantadora aldeia de Fontvieille. Gente boa, casas abençoadas, quantas vezes cá vim reencontrar-me com a natureza, curar-me de Paris e das suas febres pelas sãs emanações das colinas provençais. Nesta região banhada pelo sol, pela passagem do Mistral nos pinheiros seculares e pelo canto comovido das cigarras, o castelo de Montauban ainda acolhe o espírito do seu ilustre habitante, Alphonse Daudet. Havia que ser poroso e permeável, com impressões que dariam para preencher inúmeros livros e toda a intensidade dos sonhos. As paisagens meridionais são uma lição de equilíbrio moral e serenidade. Este escritor naturalista e poeta generoso deixou uma marca indelével nesta região banhada pelo sol a partir do seu célebre moinho, imortalizado pelas famosas Cartas do Meu Moinho. Um moinho de vento e de farinha, aqui, no Val do Ródano, em pleno coração da Provença, sobre uma encosta coberta de pinheiros e de azinheiras, estando o referido moinho abandonado há mais de 20 anos e impossibilitado de moer. Alphonse Daudet não é apenas um contador regionalista sentimental. Experimentou todos os estilos, passando do romance autobiográfico como Le Petit Chose ou Safo, ao romance realista como Jacques, ou ainda ao romance satírico, como sucede com a série Tarascon. À frente da mesinha de pé de galo estava sentado um homem entre 40 e 45 anos, pequeno, gordo, atarracado, rubicundo, em mangas de camisa, com ceroulas de flanela, uma espécie de barba curta e olhos brilhantes. Daudet conheceu a glória ainda em vida. Escreveu 15 romances, peças de teatro, coletâneas de contos que lhe valeram o nome de Mercador de Felicidade. Alphonse Daudet nasceu em Nîmes a 13 de maio de 1840, no seio de uma família católica burguesa. O seu pai, tecelão e vendedor de seda, preocupa-se com a saúde frágil e precária do filho. É mesmo este o canto que eu procurava. Um cantinho perfumado e cálido a 1000 léguas dos jornais, dos fiacres, do nevoeiro, e onde estou rodeado de coisas belas. Cheguei há apenas 8 dias e já tenho a cabeça cheia de impressões e recordações. O pai do famoso escritor decide enviá-lo para a casa dos Trinquier, simples camponeses de Bezous, uma pequena aldeia da Provença. Em pequeno eu era magro e franzino. Os meus pais enviaram-me para a casa de um tal Trinquier, conhecido por Jean de la Mamarre, que vivia em Bezous, uma pequena aldeia nos arredores de Nîmes. Aí ficará 3 anos, durante os quais o pequeno menino da cidade aprenderá a ler, a escrever e a falar a língua occitana. Sem sombra de dúvida, é em Bezous que o jovem Alphonse experimentará pela primeira vez a verdadeira liberdade, especialmente durante as suas caminhadas, na companhia dos seus colegas de escola. Sob o sol quente da Provença, impregnar-se-á das duradouras fragrâncias desse pedaço de França, uma rica mistura de alfazema e tomilho, e, sobretudo, tomará consciência desde muito jovem da rude labuta e do suor ao conviver dia a dia com o esforçado mundo dos camponeses. Eu chegava sem avisar,
certo do acolhimento anunciado pela fanfarra de pavões, pelos cães de caça, Miracle, Miracle e Tambor, que pulavam à volta do carro. Escreverá, referindo-se ao seu amigo, o escritor occitano Frédéric Mistral, que vivia em Mayenne: Bezos foi a minha Mayenne, onde me entusiasmei pelo gosto divino da nossa língua. Alors, les parents d'Alphonse Daudet ont décidé de mettre leurs jeunes enfants en nourrice à Bezous parce que leur fidèle servante, Anna, je crois, avait un frère à Bezous. Alphonse Daudet s'est donc trouvé chez les Trinquier à Bezous, où là, il est allé à l'école où il a appris à lire et à écrire. On peut dire que l'école de Bezous est devenue l'école de la langue française dans beaucoup de pays étrangers à la France où la langue française est enseignée grâce aux écrits d'Alphonse Daudet. Alors, Alphonse Daudet étant un élève studieux à l'école, il apprenait facilement. Et le soir, assis devant la maison des Trinquier, où nous nous trouverons là actuellement, il apprenait le patois avec son père nourricier qui ne parlait que le patois. Et alors là, il a appris le patois, il est allé aux courses de taureaux dans les villages voisins, il a vécu toute cette période-là où il a véritablement vécu la vie des gens et des habitants de Bezous de cette époque-là. É de lá que vos escrevo, com a porta escancarada ao sol. Belo bosque de pinheiros resplandecente de luz desce à minha frente até ao fundo da encosta. Alors, il en a conservé un grand souvenir, il parle beaucoup de Bezous, il en parle à plusieurs reprises, il en parle souvent dans ses écrits. Et alors, il est revenu dans le Gard, et lorsqu'il est allé chez ses cousins, à Jonquière-Saint-Vincent ou Mas-Saint-Laurent, il a écrit un de ses premiers romans, Le Petit Chose. Voilà. Alors donc voilà le départ d'Alphonse Daudet comme écrivain. Ici, c'est à Bezous qu'il a connu, on peut dire, ses premiers émois de la muse d'Alphonse Daudet. No horizonte, o recorte dos finos cumes do maciço de Alpia. Não há ruídos, apenas de longe em longe o som de um pífaro, um maçarico por entre a alfazema, um guizo de mula no caminho. Em 1849, a fábrica do pai de Alphonse Daudet vai à falência. Toda a família se instala em Lyon, capital da seda. Beneficiando de uma bolsa, Alphonse continua os seus estudos no Liceu Ampère, de Lyon, até 1856. É dessa época que provém a expressão Le Petit Chose. O futuro escritor sofrerá incessantes humilhações devido à sua situação modesta. Interrompe os estudos, após a falência do pai, sem terminar o liceu. Torna-se vigilante no colégio de Alais, juntando-se depois ao irmão, em Paris. Este escritor naturalista é um autor completo e complexo. Tentou diversos estilos literários. Os seus primeiros anos parisienses serão descritos no romance Numa Romestin Mœurs Parisienne, publicado em 1881, enquanto o romance Safo relata a sua longa ligação com Marie Rieu. Daudet experimenta também os romances de costumes contemporâneos. Assim, o seu primeiro romance realista, Froment Jeune et Risley Aîné, que se desenrola no universo das fábricas e das oficinas da região de Marais, obtém um grande êxito em 1874. Quand on est à Fontvieille,
on parle forcément des lettres de Montmoulin. Et d'une manière générale, Daudet, de nos jours, est considéré comme l'auteur de cet ouvrage. Mais il faut bien voir qu'il n'a pas écrit que cela. Et du reste, de son vivant, ce n'est pas par les lettres de Montmoulin qu'il a connu la gloire. Lorsque ce recueil de nouvelles apparut en 1869, il n'a eu qu'un succès très moyen. En fait, le succès est arrivé à Daudet lorsqu'il a publié un roman parisien, Fromont-Jeune et Risler aîné, en 1874. Lui-même, d'ailleurs, s'est expliqué de cette inspiration lorsqu'il écrit « Je me disais que les Parisiens se lasseraient bientôt de m'entendre parler des cigales, des filles d'Arles, du Mistral et de Montmoulin, qu'il était temps de les intéresser à une œuvre plus près d'eux, de leur vie de tous les jours, s'agitant dans leur atmosphère. » Et en effet, dans Fromont-Jeune et Risler aîné, l'action se passe dans un milieu de petits industriels dans le Marais. Et c'est en tant que romancier parisien que Daudet conquiert le succès, les gros tirages. Il est d'ailleurs un des premiers dans le groupe qu'il fréquente, ce groupe de Flaubert, Zola, Edmond de Goncourt, Tourguenieff. Il est le premier à remporter un succès important. Et il fraye la voie, pourrait-on dire, à des œuvres plus brutales comme celle de Zola. Et de son vivant, donc il est considéré comme un romancier à l'égal de Zola. On peut d'ailleurs voir que du point de vue médiatique, ils ont la même importance. L'interview commence à être pratiquée dans la presse parisienne à partir des années 1880, et Daudet et Zola sont les écrivains les plus sollicités et les plus accueillants aux journalistes. L'inspiration de Daudet dans ces années est donc une inspiration largement fondée sur la vie contemporaine, principalement la vie parisienne. D'ailleurs, beaucoup de ses romans ont pour sous-titre « Mœurs parisiennes » ou « Romans parisiens », ou certains ont pour sous-titre « Mœurs du jour ». Donc, il se situe vraiment dans l'actualité, dans le milieu où vivent ses lecteurs. Et c'est dans des époques proches qu'il situe l'action de ses romans. Jack, qui suit Fromont-Jeune et Risler aîné, se passe en gros entre 1858 et 1869-70. Le Nabab se situe sous le Second Empire, dans les années 1864-65. Donc, Daudet est en prise sur l'actualité. Dans ses romans, il y a toute cette rumeur de la vie contemporaine. Daudet est très sensible à l'actualité de tous les jours. Et on trouve donc chez lui la mention des refrains à la mode, des histoires qui sont dans le vent. D'ailleurs, Daudet s'inspire volontiers des faits divers du moment. Il les transpose ou il les cite directement. Et c'est d'ailleurs un jeu auquel se livrent ses lecteurs, mais je crois que Daudet, en dépit de ses professions d'innocence, le favorise que de reconnaître les modèles réels de ses romans. Daudet é também grande admirador de Frédéric Mistral, escritor e lexicógrafo francês da língua provençal, que fundara em 1854, na companhia de outros 7 poetas, uma organização de promoção da língua occitana, chamada Félibrige. A infância na Provença e o conhecimento da língua local aproximam os dois homens. Daudet descobre, junto desse grande poeta épico, uma verdadeira identidade provençal que inspirará de imediato muitos dos seus êxitos, como Cartas do Meu Moinho ou Tartarin de Tarascon. Daudet et Mistral se sont rencontrés en 1859 à Paris, quand Mistral y était venu à la suite de la publication de Mireille. Et les deux hommes ont sympathisé, et lorsque Daudet est parti pour l'Algérie à la fin de 1861, il est passé par Maillane, et à cette occasion, il a fait la connaissance de plusieurs des écrivains du Félibrige qui existaient depuis peu. Et Daudet a toujours eu la nostalgie de cette époque du Félibrige où c'était un groupe d'amis unis par une passion commune pour la langue et la littérature provençale.
Daudet, donc, quand il est venu en Provence, est d'abord venu chez Mistral. Et on a d'ailleurs les récits très pittoresques que fait Mistral de toutes les folies auxquelles s'est livré Daudet lors des bordées qu'il tirait en compagnie des faits libres, soit à Avignon, soit à Arles. Il y a en particulier cet épisode lorsque Daudet, Mistral et toute la troupe font un repas bien arrosé à Trinquetaille, et lorsqu'ils regagnent le centre d'Arles, en passant sur le pont, qui était à l'époque un pont de bateau, ils croisent une noce et Daudet n'a rien de plus pressé que de courir embrasser la mariée, ce qui manque provoquer une bagarre, mais tout s'arrange et tout le monde va boire ensemble. La relation avec Mistral, c'est une relation littéraire, car Daudet apprécie la poésie de Mistral, et si Daudet d'ailleurs est très sceptique devant les ambitions du Félibrige, surtout lorsque ce mouvement se développe à la suite de sa réorganisation de 1876, en revanche, Daudet admire toujours la poésie de Mistral. Il a d'ailleurs traduit quelques poèmes ou quelques contes de Mistral, et il s'inspire parfois dans ses textes, on trouve des réminiscences de Mistral, des images qu'il peut lui reprendre, par exemple dans un texte des lettres de Montmoulin comme Les Étoiles, il reproduit finalement tout un développement que Mistral avait consacré aux légendes populaires relatives aux constellations. A partir de 1859, após o seu encontro com Frédéric Mistral, Alphonse Daudet torna-se verdadeiramente nostálgico em relação à sua terra natal. Ao ouvir aquela bela língua sonora e musical, ele reencontrava o delicioso perfume da Provença. Ninguém diria que aquela era a morada de um herói. Mas quando se entrava, raio de sorte, da cava às águas furtadas, todo o edifício tinha um ar heróico, até mesmo o jardim. Deste modo, dirige-se à sua região tão amada, fazendo primeiro uma paragem em Mayenne, a cerca de 15 km de Fontvieille, para saudar o seu amigo Mistral. E depois responde ao convite do seu primo Louis Daudet e da esposa deste, Octavie Ambroise, que vive no castelo de Montauban, na aldeia de Fontvieille. O ilustre escritor inspirou-se nesta bela moradia do fim do século XVIII e nos moinhos próximos para escrever as suas obras-primas. Há que dizer que o castelo de Montauban, com a sua larga fachada, unida a uma antiga herdade do século XIV, tem um ar distinto. A amálgama de estilos confere-lhe um charme particular. Encontram-se assim anexos colaterais que evocam as torres de um castelo, uma empena central com 3 aberturas e arcadas sobre colunas de capitéis jónicos provençais, no interior das quais se vêem rosas da Provença. Alphonse Daudet est venu à Fontvieille au siècle passé, tout simplement parce qu'il avait épousé la fille d'une personne qui était apparentée à Timoléon Ambroise, châtelain du château de Montauban et maire de Fontvieille. Il était donc lié à cette famille Ambroise et il a épousé une parente de la famille Ambroise. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il est venu à Fontvieille pour la première fois lors de son voyage de noces.
À travers ces séjours fontvieillois, et où ce château de Montauban était un peu le centre de vie de Fontvieille, il a eu de nombreuses occasions de rencontrer des personnages célèbres qu'il a incarnés dans ses lettres de Montmoulin. On peut penser au berger, M. Seguin, à M. Cornille, le moulinier. En tout cas, c'était des personnages authentiques qui faisaient partie du décor de Fontvieille. Et Alphonse Daudet a su mettre en valeur ces personnages d'une manière étonnante. Il a aussi su mettre en valeur cette belle Provence que nous aimons tant, ici, dans ce cœur authentique de la Provence profonde, celle de la vallée des Baux et des Alpilles dans laquelle nous sommes à Fontvieille. Alphonse Daudet repartirá então a sua vida entre a carreira de escritor jornalista parisiense, a aspiração à tranquilidade provençal e as conversas com os amigos da Félibrige. A morte do seu benfeitor, o Duque de Morny, em 1865, leva-o a redigir os primeiros relatos que formarão as lendárias Cartas do Meu Moinho. Assim, em 1866, Alphonse Daudet consegue fazer publicar, sob a forma de folhetim, no jornal L'Événement, as suas famosas cartas, intituladas então Crónicas Provençais. O êxito e a sua súbita notoriedade consagram-no como um escritor provençal. O moinho é o elemento base de todas as emoções, fantasias e devaneios de Daudet. Amplifica o imaginário abundante do autor. O meu moinho nunca me pertenceu, o que não me impediu de nele passar longos dias de sonhos e recordações, até a hora em que o som invernal descia por entre as pequenas colinas rasas, cujas concavidades preenchia com um metal fundido, uma vaga de ouro fumegante. O moinho de Daudet chama-se na realidade Moinho Saint-Pierre, ou ainda Moinho Ribe, a partir do nome do moleiro. Melhor ainda, reencontrava a sua Provença, os seus aromas penetrantes, a natureza campestre. Toda esta bela paisagem provençal ganha vida com a luz. E agora, como quereis que sinta a falta da vossa barulhenta e sombria Paris? Como estou bem no meu moinho. Dans Le secret de Maître Cornille, Daudet parle d'un climat festif qui entourait les moulins à la belle époque. Embellissement rétrospectif sans doute, car il dit bien que lorsqu'il était à Montauban, qu'il suivait ce chemin, il aboutissait à un moulin en ruine, le moulin Tissot, qui est le plus proche de Montauban et auquel il fait allusion aussi dans ses lettres à Timoléon Ambroise. Que quereis, meu bom senhor? Tudo tem um fim neste mundo, e é de crer que o tempo dos moinhos de vento já tenha passado. Ao deixarmos para trás o castelo de Montauban, rasgamos o pequeno caminho ladeado de azinheiras e pinheiros seculares, 1000 vezes percorrido por Alphonse Daudet, para se deslocar ao seu venerado moinho. Este belo caminho que se percorre com emoção chama-se, como seria de prever, Caminho Daudet. Alphonse Daudet irá pela primeira vez a Fontvieille em 1891 para visitar o seu amigo Timoléon Ambroise, que se encontra doente. Daudet morre a 16 de dezembro de 1897, em Paris, sem voltar a ver a sua tão amada Provença. Desde 1884 que padecia de uma doença incurável da medula espinal que lhe causava grande sofrimento. Émile Zola proferirá a oração fúnebre deste grande escritor no cemitério de Père Lachaise. Este contador delicado
deixa uma imagem de homem generoso, apaixonado pela sua Provença idealizada. Um verdadeiro Dickens à francesa, que será mesmo um dos iniciadores da Academia Goncourt. Atualmente, Alphonse Daudet continua a ser muito apreciado pelo grande público. A sua coletânea Cartas do Meu Moinho e o seu romance Tartarin de Tarascon estão editados em mais de 46 países. Tornaram-se obras imortais.